Un peu d'humour avec l'ouvrage Voisins-voisines de l'auteur Sainte-Serre, publié chez Éco-Éditions. Le confinement vécu par deux voisins de palier, un homme et une femme ayant des traits de caractère plutôt caricaturaux, des événements vécus jusqu'à l'absurde. Un auteur qui aime jouer avec les mots, pousser les situations à l'extrême et se moquer gentiment de certains travers de ses congénères et de l'absurdité des érudits bien pensants. L'auteur, Christian Rebec, alias Sainte-Serre, après une carrière dans l'œnologie, puis dans les ressources humaines et l'enseignement, a toujours aimé gratter la guitare et composer des chansons à tendance humoristique. Il s'est retrouvé au moment de la retraite en pleine pandémie Covid, ne débutant et ne finissant jamais une journée sans compléter une grille de mots croisés, aimant jouer avec les mots à la façon de Raymond DeVos. C'est tout naturellement que l'idée d'écrire et d'envoyer à ses amis et au quotidien une histoire courte lui est venue. Une façon bien à lui de garder le contact. Ce recueil est la somme de ces histoires qui retracent le journal de deux voisins-voisines, aux traits caricaturaux, et ils vivent les situations jusqu'à l'absurde. Notons que l'auteur renie toute ressemblance avec des personnes ayant vraiment existé. Parmi les retours lecteurs, cet ouvrage se démarque de tous les autres abordant le Covid-19 à travers les relations de voisinage. Partagez un moment hilarant, une vraie bouffée d'oxygène. Écoutons un extrait. Il est hypocondriaque et paranoïaque. Elle est blonde et insouciante. Ils sont voisins de palier au 2e étage d'un petit immeuble. Il est habitué au télétravail et elle est professeure des écoles. Chacun va vivre la crise pandémique à sa manière, au fil de l'actualité. Tous les deux vont tenir un petit journal durant le confinement et le déconfinement. Le voisin, 15e jour de confinement. Comme tous les matins, je me réveille à 6h30. La journée va être très longue. Je reste au lit une demi-heure de plus, histoire de gagner du temps. Il fait moche dehors. Je refais entièrement mon lit en tirant bien fort sur les draps, pour ne pas avoir de plis. Je commence à détester les plis. Douche d'une demi-heure, suivie d'un séchage intensif avec une serviette de bain très râpeuse. Il faudrait que j'essaye le sèche-cheveux. Comme le virus n'aime pas la chaleur, je vais le faire cramer. Pour passer le temps jusqu'à midi, je décide de donner à manger à Bubule, en laissant tomber sa nourriture dans l'eau, paillette par paillette. J'en ai au moins pour 1 heure. Bouffe pas génial à midi. J'entame la 10e boîte de conserve de pois chiches. Il y avait plus que ça, la supérette du quartier. Avec des pâtes italiennes, bien sûr. Une petite sieste, en regardant des navets à la télévision, et c'est parti pour un après-midi de merde. Cela fait 3 fois que je lave les murs de la cuisine avec du liquide vaisselle. J'en avais stocké 10 litres pour pouvoir me laver les mains. Ouais, il fallait se laver les mains plusieurs fois par jour. Au début, je faisais un lavage toutes les demi-heures. Puis, quand je me suis aperçu qu'à force de frotter, je perdais un peu de peau, j'ai fini par arrêter. Et comme les murs de la cuisine me semblaient de plus en plus sales, j'ai entrepris leur nettoyage de printemps. Je me suis équipée de gants et d'une visière de protection confectionnée avec des bouteilles d'eau en plastique. Génial! Bien entendu, j'essuie les murs avec un rouleau de papier toilette. J'en ai suffisamment pour plusieurs gastros. Légère bouffe le soir avec au menu des pois chiches. Puis, télé avec des pubs vantant les mérites de l'apéro entre amis. Je vais les tuer. Film débile, je vais me pioter. La voisine. 16e jour de confinement. La journée s'annonce bien. Il fait assez beau. Je vais pouvoir me mettre sur mon balcon et profiter du soleil. À la radio, il paraît que nous devrions porter un masque pour sortir. Pour moi, il n'en est pas question. Et mon bronzage? Il paraît que nous devons réduire nos contacts. Je vais avoir du mal à faire un choix dans mon répertoire. Et perdre des amis définitivement me navre un peu. Aussi, pour ne pas les blesser, j'ai essayé de les joindre avec mon portable. Jessica, Barbara, Marie-Charlotte, Claudine, Alexandra et même Clotilde, ma meilleure amie, ne m'ont pas répondu. Il n'y a que Sonia et Natacha qui ont décroché. Il est très fort, mon portable. Il a réduit mes contacts tout seul. Pourtant, j'aurais aimé qu'il me laisse Clotilde et qu'il supprime Barbara. Je vais lui envoyer un SMS pour lui demander d'effectuer l'inversion. Le voisin. 17e jour de confinement. J'ai très mal dormi. Sans doute les pois chiches. Matinée de merde. Bubule me regarde de façon étrange. Un con à la radio a affirmé que le virus pouvait rentrer par n'importe quel trou. Je commence à flipper. Aussi, j'ai découpé une manche d'un pull et j'ai fait une cagoule. Pour protéger les yeux, j'ai mis un masque de plongée. Avec ma visière, je crois être équipé. Pour faire des mots croisés, c'est pas facile. Il faudrait que je puisse mettre mes lunettes sous le masque. J'ai essayé. Pas évident.
Les verres se collent à mes yeux et chaque fois que je cligne des yeux, mes cils font office d'essuie-glace. Il va falloir trouver une autre solution. Il me faudrait un masque pour pouvoir sortir. Je vais m'en confectionner un. J'ai le temps et j'ai pas mal d'idées. La voisine. 18e jour de confinement. Il paraît que lorsqu'on marche dans la rue, on peut marcher sur un virus et le rapporter chez soi. Heureusement que je m'essuie toujours les pieds sur le paillasson de mon voisin. C'est normal. Sur son paillasson, il est écrit « Frottez-vous à moi ». Et comme je ne veux pas contrarier le paillasson, il paraît que l'on va être obligé de sortir avec un masque. Maintenant, à la télévision, il y a des cours pour faire son propre masque. Moi qui suis la reine du masque, je n'ai pas besoin que l'on me montre comment faire. Il suffit d'avoir les bons produits. Je vais donner des explications sur mon blog. Lyon demain. Des livres en bonne voie. Présenté par Lydia Mirjanian. Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau l'incroyable autrice Émilie Court, autrice très prolifique, une enfant prodige de l'écriture. Elle a publié 18 livres sur des thèmes variés, ésotérisme, jeunesse, criminologie, horreur, humour, thriller. Elle a écrit sa première nouvelle à 10 ans. Un prix lui est décerné en 2020 pour ses textes poétiques et elle a développé à l'âge de 16 ans ses premières applications audiovisuelles. Elle réalise des courts-métrages ou figure dans divers tournages de publicité et de cinéma. Lors de diverses manifestations culturelles à Metz et à Strasbourg, elle expose ses peintures et photographies. Diplômée dans le domaine du multimédia, du graphisme, de la programmation informatique et titulaire d'un premier prix de solfège, Émilie Court travaille pour des grandes entreprises du jeu vidéo, des télécoms et de la formation professionnelle à travers la France, notamment en tant que Microsoft Master Instructor. À 26 ans, elle crée une première entreprise de services informatiques et après un passage par le domaine de la direction de restaurants en 2016, elle décide de retourner à la création multimédia. Émilie Court est également une musicienne de talent avec ses 13 albums de musique électronique. Elle se produit sur la scène internationale. Elle nous présente ce soir son ouvrage de fantaisie et légende intitulé « Jamie Rousseau et les Nautas », publié chez Echo Éditions. Je m'appelle Jamie Rousseau, j'ai 12 ans, je suis humaine, avec un corps fait de chair et une âme qui font de moi ce que je suis. Enfin, ça, c'est ce que je croyais, avant de me retrouver en face de mon héroïne de dessin animé préférée. Parmi les retours lecteurs, j'ai passé un très bon moment avec ce roman. J'aime beaucoup la couverture et les illustrations dans le roman. La mise en page est très agréable à la lecture. L'histoire est sympa, l'intrigue est bonne et bien ficelée. Le vocabulaire est riche et la magie est au rendez-vous. C'est l'histoire de jeunes filles super-héroïnes qui cherchent à sauver l'univers. C'est donc un scénario assez commun, mais que l'auteur a su exploiter de manière originale. C'est une bonne lecture que ma fille et moi-même conseillons aux jeunes dès 10 ans. On écoute un extrait. L'intellectuel remonta ses petites lunettes et effectua une rotation de la main pour matérialiser discrètement un minuscule écran holographique. Sur l'image, on pouvait voir une crevasse ovale dans les nuages, par laquelle les créatures de la planète noire circulaient. Elle expliqua. Ces créatures sont capables d'ouvrir des portails entre leur domaine et le nôtre. Le démon que nous avons combattu mercredi est apparu de cette manière, car j'avais détecté un fluide d'énergie anormal. Lorsqu'il est parti en emmenant Vénia avec lui, le trou s'est refermé. C'est ce qui se produit à chaque fois, systématiquement. « Tu crois que ces canaux sont réglés sur leur empreinte spectrale ?» demanda Séverine. « Tu voudrais t'infiltrer par l'un de ces passages avant qu'ils ne se résorbent ?» questionna Aurélie. « On a déjà abordé cela, » coupa Julia. « C'est trop dangereux. Sans oublier que nous ne possédons aucune technologie capable de maîtriser ces ouvertures. Nous devons attendre qu'un de ces monstres revienne, le capturer et l'interroger pour trouver un moyen de sauver Nauta Vénus, si elle est encore en vie. » Choquée par la fin des propos de son amie, Aurélie bondit. « Julia, c'est horrible ce que tu dis. Bien sûr que Vénia est encore en vie. Tu oublies à qui tu as affaire. C'est l'étoile du berger, bon sang. » Julia a raison. Vous ne comprenez pas, se fâcha Séverine, tournant ses grands yeux bleus sombres et pleins de larmes vers ses alliés. Nauta Vénus est toute seule sur une planète remplie de démons. Si elle n'est pas déjà morte, qui sait ce qu'elle doit subir alors qu'il est ? Ah, ne racontez pas de telles sornettes, grogna Aurélie, avec un geste de la main, comme si elle chassait une mouche.
Profitons de ce temps agréable. Nous avons aussi besoin de nous ressourcer. » Elle s'arrêta de parler et de respirer au point où ses copines s'inquiétèrent. « J'ai trouvé !» s'écria-t-elle en sautant du banc plus vite qu'un diable sorti de sa boîte. Les yeux ronds des filles étaient braqués sur elle. Julia s'imaginait déjà un plan de bataille hors pair et Séverine retroussait ses manches, prête à réciter sa formule de transformation. « Je vous paye une glace !» Alors que l'espoir des 3 autres retombait comme un soufflé au fromage, l'adolescente un peu enrobée argumentait. « Mais si, le sucre et le frais, chantonna-t-elle, ça va vous faire du bien. »« Stop !» ordonna Séverine. « Allez, à la fraise, à la menthe ou à la pistache. »« Stop !» rugit la servante de Mars, pleine de rage. « Tu n'es qu'une gamine écervelée !» Avec son tempérament gémeaux apaisant, Hélène était prête à s'interposer entre les 2 blondes, mais Séverine enchaîna. « Ne sentez-vous pas cette aura maléfique ? Oh mon Dieu, c'est revenu !» haleta Hélène. Aurélie abandonna subitement ses perspectives de glace au citron coulant doucement sur ses doigts. Elle se dit à elle-même « Mon corps de petite fille humaine me fait oublier la chose pour laquelle nous sommes là. Nous sommes des Naotas. Je dois être prête à combattre. » Se léchant une dernière fois les commissures, elle se rappela. « Nous avons une mission. Nous préparer pour l'ultime bataille. Qui décidera enfin qui, du bien ou du mal, gouvernera l'univers entier. Et nous devons aussi retrouver la Naota perdue, la Naota légendaire. » S'attendant à être grondée pour son inattention, Aurélie jetait des regards furtifs à ses copines. « C'est vrai, » acquiesça Julia. « Maintenant je sens une aura démoniaque. Elle est toute proche. » Lyon demain ? Des livres en bonne voie. Présenté par Lydia Mirjanian. Partons à l'aventure avec Les Nuits Tempêtes de Mathieu Muntels, publié chez Éco-Éditions. Un roman d'anticipation qui mêle thriller, contemplation et aventure aux arômes de crise climatique. Mathieu Muntels est un jeune auteur de 26 ans. Journaliste à ses débuts, il est aujourd'hui un jeune professeur des écoles. Féru de littérature en tout genre, Mathieu puise ses inspirations dans ce qu'il aime lire et regarder. Après la sortie d'un premier roman de science-fiction, Draem, en janvier 2020, il publie aujourd'hui chez Éco-Éditions Les Nuits Tempêtes, qui nous présente ce soir. L'histoire se passe dans une communauté d'une petite ville à l'esprit Costa Brava. Si dans un tel décor, le rêve est permis, il faut cependant compter avec la crise climatique. Evan est un jeune garçon à part, et pour cause, il est le seul enfant de sa belle cité. Il ne le fait ressentir à personne. Mais cette situation au sein d'une société d'adultes lui pèse. D'un autre côté, comment pourrait-il y avoir d'autres individus comme lui ? Il ne fait pas bon être petit et frêle dans cette époque difficile. Au travers de plusieurs personnages, le lecteur est plongé dans 2 époques distinctes. Dans un futur proche, une question primordiale persiste. Comment sauver la Terre ? 30 ans plus tard, les choses ont changé. Au fil des décennies, les personnages se croisent et les histoires s'enchevêtrent pour ne faire qu'une. La quête est la même, accéder tant bien que mal au bonheur. Que dit la presse ? Un roman d'anticipation au style imagé qui devrait emporter les lecteurs de tout âge. L'auteur envisage une suite, mais en attendant, voici un extrait de Les Nuits Tempêtes, publié chez Éco-Éditions. En pleine nuit, un violent séisme avait secoué la ville. Tous avaient été prévenus de l'imminence de la catastrophe et une petite partie d'entre eux avait sauté dans les véhicules. Tariq était resté. Mais désormais, ces découvertes et la peur qu'elles engendrent l'obligent à vouloir en savoir plus. Ce soir, il se rendra chez le vieux Ernest, seul. Lui était présent ce jour-là. Il pourra lui raconter, en détail, ce qui s'était exactement passé. Alors qu'il se rapproche peu à peu du centre habité, un mouvement furtif sur sa droite le fait s'arrêter. Il a cru distinguer une silhouette d'enfant. Et Lorna, qui n'a rien remarqué, poursuit son chemin quelques instants. Puis, sentant que son partenaire n'est plus à ses côtés, elle se retourne, agacée. Elle ouvre la bouche pour lui demander ce qui ne va pas, quand, sans crier gare, il s'élance à toute vitesse dans une rue adjacente en hurlant de colère. La silhouette ne s'attendait pas à ça.
Ils l'ont surprise en débouchant d'une ruelle. Elle n'a eu le temps que de se jeter contre un mur en espérant passer inaperçue. Alors, quand le grand fonce sur elle, elle réagit instinctivement. Elle se tourne dans la direction opposée et court à toutes jambes. Malheureusement, son poursuivant est déjà lancé dans une course effrénée et elle ne peut rien faire quand il fonce sur elle. Ivre de rage, sachant parfaitement qu'il se trouve derrière tous ses habits de protection, il attrape d'une main le foulard et, oubliant que le soleil est encore haut, le tire vers lui. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il découvre face à lui une parfaite inconnue. Ce n'est pas Evan, mais une jeune fille aux grands yeux clairs. « Mais qui es-tu » souffle-t-il. Comme seule réponse, la petite porte ses mains à son visage en hurlant de douleur. Sous le choc, Tariq recule. L'inconnue ne se fait pas prier, et d'un bond, elle se remet sur ses pieds et s'enfuit à toute vitesse, disparaissant au coin de la rue. Qu'est-ce que... Elorna surgit à cet instant derrière lui. « Qu'est-ce que tu fais, Tariq? Qu'est-ce qu'il se passe ?» L'homme se retourne vers elle. S'il est impossible de voir son expression à travers tout cet attirail, sa manière de se tenir montre qu'il est déboussolé. Il faut prévenir les autres immédiatement. Le 3e étage de la grande maison du vieux Ernst est plein comme un œuf, et il n'y a pas assez de sièges pour asseoir tout le monde. Quand Tariq avait déboulé dans la maison d'Elias, le sortant d'un sommeil fiévreux, ce dernier avait craint qu'une terrible catastrophe ne soit arrivée. Alors, quand la sentinelle lui avait expliqué le problème, il avait d'abord eu du mal à comprendre. Ils sont 107 dans la ville, pas plus, pas moins, et il connaît tous les habitants intimement. Personne ne peut échapper au recensement tacite qu'il entretient depuis plusieurs années déjà, et surtout pas un enfant. Il y avait donc de quoi s'interroger. Lyon demain ? Des livres en bonne voie, présenté par Lydia Mirjanian. Et voici un roman sentimental avec Mon Lion, de l'autrice Ambre Scotto, chez Éco-Éditions. Née à Marseille, cette jeune autrice s'épanouit dans le théâtre. À 13 ans, elle intègre le CNRR d'art dramatique de Marseille. Sa formation lui fait découvrir le goût de la scène et de l'écriture. Parallèlement, elle poursuit sa scolarité au cours Notre-Dame de France et choisit de se tourner vers un bac L. Elle en sort diplômée en 2018 avec 20,36 de moyenne. L'année suivante, elle se lance dans la comédie musicale avant d'intégrer en septembre 2020 la prestigieuse Université de France, Sorbonne Université, en licence lettres, éditions, médias et audiovisuels. Les mots de son maître de théâtre, Jean-Pierre Raffaelli, ne l'ont jamais quittée. N'arrêtez jamais d'écrire. Ainsi, elle nous présente ce soir Mon Lion, chez Éco-Éditions. Ruby a un rêve, réussir le Conservatoire de Paris pour devenir actrice. Mais la vie là-bas étant chère et son travail de serveuse ne suffisant pas, elle tombe dans l'univers de la prostitution. Cléandre est un barman, ancien drogué, lassé de son couple. Il fume pour échapper à ses angoisses. Elle prend des anxiolytiques. Ces deux personnages vont essayer de vaincre leurs démons entre crises d'angoisse et délires hallucinatoires à l'aide de la plus merveilleuse des drogues, l'amour, comme une nouvelle échappée belle. Et parmi les nombreux retours lecteurs... Vous voulez un roman qui sort des sentiers battus, qui change et qui dérange ? Alors ce roman est fait pour vous. Ambre Scotto nous embarque dans une histoire sale, parfois dérangeante, avec des personnages qui souffrent, nous montrant les difficultés de la vie, la vraie. C'est poignant et réaliste. D'autant plus que l'écriture était dingue, selon moi. Un mélange de poésie dans la narration et presque de théâtre pour certains dialogues. C'était atypique et vraiment très bon. La plume de cette autrice m'a transportée, c'était incroyable. On écoute un extrait. Quand il regardait ses tatouages, ses piercings et ses marques d'anciennes droguées qui avaient touché à la drogue, juste une fois pour goûter, il se revoyait lui, plus jeune. Il revoyait ses tatouages, ses piercings et les marques ineffaçables dans son esprit. Lui aussi avait été un jeune punk à la recherche de l'extase, désireux du danger, fou d'amitié. Il avait trop d'amour à donner et trop peu de personnes à qui le confier. Alors,
Il fallait mieux s'en aller pour s'échapper 1 heure ou 2 et ne pas penser à qui on pourrait bien le donner, cet amour. Et puis, il fallait bien trouver une distraction pour oublier Anna. C'était incroyable ces années-là, ces fêtes dévergondées, ces amitiés aussi éphémères que l'étaient les effets des drogues. Ces amitiés à travers l'imaginaire, à travers des substances illicites qu'on disait dures, mais qui pourtant lui étaient si douces. Il se souvenait de cette foule innombrable qui sautait sur place des heures durant, sur une musique électro. Ils étaient tous à la recherche du bonheur et croyaient peut-être qu'en sautant, ils arriveraient à le toucher. Quand il entendait les boum 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 des enceintes plus grosses qu'un titan, c'était comme s'il écoutait les battements d'un cœur. Et il suivait le rythme de ces battements au sein de la foule qui, par sa multitude, se faisait unité, unisson, cohérence, harmonie. Et ce boum 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 était devenu la palpitation de la foule. La sollicitude avait cédé sa place à un sentiment plus intense, un rêve plus grand. Ils sortaient d'eux-mêmes, mais au moins, ils étaient ensemble. Quand on est dans la foule, on n'est plus jamais seul. On n'est plus jamais seul et on ne se contrôle plus. La foule, les drogues, la cohésion, l'humanité, enfin, ça les faisait entrer dans un autre univers. Enfin, ils avaient gagné le droit de s'échapper, de rêver. Avant, le ciel était trop sombre, trop gris pour prendre une bouffée d'oxygène. Mais avec un trait de cocaïne dans le nez, le ciel redevenait bleu et les possibilités de l'atteindre se multipliaient par milliers. Avec une pilule de LSD, le reste du monde partait en fumée pour laisser voir celui qui restait, le seul qui valait la peine de vivre. Le vrai monde, ce n'était plus jamais un univers froid. Le cauchemar des nuits passées à ne pas dormir, à se morfondre dans son angoisse, de ne pas savoir si le soleil le lèverait le lendemain, à pleurer les dieux imaginaires de lui venir en aide, était terminé. Il était son dieu imaginaire, et il dansait, il levait les mains en l'air, parce que tout le monde levait les mains en l'air, parce qu'il croyait qu'en faisant ce geste, il serait heureux. C'était ne pas baisser les bras, et il voulait crier « Que quelqu'un m'épargne de moi-même, ce n'est pas le vrai moi, je suis enfermé dans une cage dont je ne peux sortir. Je ne peux échapper à mon enfer. Il m'a eu. Il s'est transformé en un recoin chaud et confortable de mélancolie. Mais parmi la foule et les bruits, qui pouvait l'entendre? Et pourtant, il continuait à crier « Aidez-moi! Aidez-moi! Si quelqu'un voit la noirceur qui réside en moi, aidez-moi !» On l'avait entendu, on l'avait aidé. On lui avait tendu un joint et dit « Goutte ». Lyon demain. Des livres en bonne voie. Présenté par Lydia Mirjanian. L'auteur Tenpa Gyaltsen nous offre un peu de poésie et nous présente son recueil intitulé « Dans ta poésie », publié chez Coédition. Originaire de Bordeaux, l'auteur grandit dans une commune cosmopolite des Alpes-Maritimes jusqu'à ses 21 ans. Il exerce plusieurs métiers saisonniers qui lui permettent de rencontrer, voyager, découvrir, partager, s'adapter et apprendre. Au cours de l'un de ses voyages, un lama lui donnera le nom d'étendard de l'enseignement. Le recueil « Poésie » se résume à un jour, une rencontre avec cet homme. Puis après avoir écouté cette simple phrase, vit en 4x4 et transmet. Une aventure intérieure et extérieure profonde s'est mise en route. Et parmi les retours lecteurs, impossible de rester indifférent à ces écrits qui se dégustent l'un après l'autre, nécessitant une pause entre chacun. Lire et relire, méditer, se laisser interpeller par les vers parsemés de jeux de mots qui intriguent et poussent à la réflexion. Pas de leçons de morale, mais des réflexions sur la vie, son sens, laissant libre le lecteur de les interpréter à sa manière et de se les approprier. Un livre à garder sur la table de chevet pour y revenir lorsque le besoin s'en fait sentir, s'en infuser, y trouver à chaque fois de nouvelles perles. Merci, Tenpa Gyaltsen. À quand le prochain? Et tout de suite on écoute quelques extraits. DLC, date limite de consommation.
parce que tout a une fin. Se contenter dans l'action, la foi notre seul terrain. Préjudice dans la raison, sans savoir où est notre frein. Consommer est une attention, trop le faire est notre chagrin. Durée limite de conservation, parce que le temps du partage, être le reflet de nos actions, puis le miroir de notre passage. Être en état d'observation, sans laisser mûrir le mauvais présage. S'arrêter comme une conversation, briller tel l'éclair d'un orage. Domination large du cœur, parce que lui connaît les directions. Il sait prendre de l'ampleur et nous offrir son affection. Sentir toute sa chaleur, sa grâce donnée sans modération. Pas plus simple comme valeur, vivre au rythme de son attention. Dans la consommation, le mal-être a ses raisons. Être dans la droite position, afin d'éviter toute déception. Puise dans ta propre version. Là est la seule élimination. Consomme-la à profusion, là où la vie est sans prétention. Le sommeil prochain. À l'arrache, par la bêche, c'est ainsi que nous semons. Ce qu'on cache, ce qu'on prêche, c'est ce à quoi nous aspirons. Comme un apache sans flèche, un cambrioleur sans maison, par la marche, fait une sèche pour de nouveaux horizons. À l'instar du soleil, chacun de nous peut éblouir. Le pouvoir est pareil, le rayonnement de se réjouir. Une lumière sans conseil, le moyen de s'épanouir. Le cœur sans sommeil, l'obscurité de s'évanouir. Tout comme les étoiles, dans nos corps une âme attend. Notre chemin comme gasoil, au fond, ce qu'on entend. Comment mettre les voiles, vivre ce à quoi on prétend. Notre lumière se dévoile, là où la vie se détend. Dans la nuit, cette lune, l'influence de demain, nous apporte nos lacunes, façonne l'être humain. Devenant notre fortune à l'aide de nos deux mains, une belle lagune jusqu'au sommeil prochain. Soldat de sa vie. Aspirer à la vie, le noble combat de tous les jours. Sans tomber dans l'oubli, le matériel vaut le détour. Savoir qui je suis, que je sois prête à mon tour, non pas que je fuis, juste à la recherche de mon parcours. Plus rechercher pour moins trouver, est l'art du lâcher-prise. Tomber pour mieux se relever, ainsi la leçon est apprise. Un de perdu, 10 de retrouvé, alors qu'on se l'autorise. Pour qui veut vivre en paix, les leçons doivent être conquises, les ressentis comme boussole interne aidant à nous diriger. Avoir nos ancrages dans le sol est le seul moyen de nous ériger. Nos convictions souvent antivolent, parfois difficiles à jauger. L'apprentissage du self-control, la nécessité de s'alléger. Toute victoire est acquise, mais juste le temps d'un instant. Ne pas rester sous son emprise, c'est un conseil aux apprenants. Toute volonté de maîtrise, c'est la souffrance du consultant. Voilà ce que réalise le soldat de sa vie, devient l'auto-exploitant.